passer mes cartes avec mon numéro de téléphone et un petit échantillon de cameline. Comme ça, vous pourrez voir de quoi on parle. On a vu, donc il y avait différents types de production. Vous pouvez générer donc un revenu supplémentaire sans bouleverser votre culture simple. C'est tout l'enjeu des cultures à bas intrants. Nous allons parler d'une plante rustique, idéale en culture dérobée et dont les débouchés industriels, notamment pour les biocarburants, sont aujourd'hui en pleine explosion. Donc, merci. Du coup, avant de commencer, petite question. Moi, ce dont je vais vous parler, ça va surtout intéresser les agriculteurs qui sont en grande culture. Qui, parmi vous, font des grandes cultures? Ok. Du coup, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est une dérobée, etc. Et on va pouvoir être super rapide. Du coup, moi, je suis Élise Lefour et je représente aujourd'hui Regenerate. Chez Regenerate, on est un négoce, donc une société privée française, et dédiée à la production de cameline en dérobée que l'on valorise sur le marché des biocarburants d'aviation durable. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que donc pour réussir, donc la cameline, vous allez voir passer, c'est un tout petit grain, c'est une crucifère oléagineuse, c'est une petite cousine du colza, mais qui a un cycle court et que l'on peut donc introduire après la moisson d'un blé ou du nord, d'une céréale à la paille ou d'un pois d'ailleurs, et qu'on va pouvoir venir récolter avant les semis suivants du mois de novembre. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que ça marche particulièrement bien dans les régions où on ne récolte pas trop tard, où il fait un peu chaud mais pas trop l'été, et pas trop de pluie mais quand même un peu. Voilà. Un peu normand. Je ne suis pas normande. Mais voilà. Et c'est aussi une culture qui se fait très bien des sols dits pauvres ou dits compliqués, et ça marche hyper bien dans la Champagne crayeuse par exemple. Voilà. Donc vous êtes dans une super région. Pas de problème avec les rotations des filières? Alors, pas de problème avec la betterave elle-même, en revanche, problème avec le kénopode, mais qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire. Quoi. Non, pas de problème de nématodes dans la cameline. Voilà. Franchement, le plus gros problème, ça va être la pression des kénopodes, parce que la cameline, c'est une plante rustique, ancestrale, qui n'a pas été encore sélectionnée de façon intensive, et donc qui est souvent quand même beaucoup plus faible face aux produits chimiques que le kénopode de lui-même. Enfin, dit simplement, on aura plus vite fait de griller la cameline que le kénopode. Voilà. Donc, les conditions de réussite de la cameline, c'est un semis avant le 1er juillet. C'est un semis vraiment dans un sol frais, donc on va dire dans les 48 heures à 72 heures qui précèdent ou qui suivent la moisson. Donc, qui précèdent, c'est-à-dire semis au précédent, au de l'Inde ou au drone, ou vraiment, on va dire, au cul de la batteuse. Vraiment, un des pièges, ça va être de trop attendre entre la fin de la moisson et le semis, sauf si, toutefois, il y a de l'eau qui est prévue un tout petit peu plus tard. Autre condition de réussite, c'est de favoriser l'implantation. On a un enjeu qu'elle s'implante vite, bien fort, pour avoir le temps de finir son cycle avant qu'en octobre, ça devienne difficile. Donc, on va dire désherbage antigraminé tout de suite, avant le stade 3 feuilles, éventuellement un petit peu d'azote, mais pas trop, au semis pour la booster, mais pas plus tard pour ne pas risquer de rallonger le cycle et encore une fois, voilà, de se mettre dans la situation où elle sera mature trop tard. Puis, plus d'intervention jusqu'à la récolte qui se fait avec la moissonneuse classique, réglage colza. On veille à fermer les grilles pour en garder le maximum et les vents pas trop forts. Au niveau des conditions contractuelles, déjà jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Les doses de semis 6-8 kg hectares. Ça va dépendre. Alors, c'est vrai que je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails. Méthode de semis, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est moins on travaille le sol, mieux on se porte. Donc, à la volée, c'est pas mal. Si toutefois, il y a de l'eau qui arrive et que la parcelle est propre,
Sinon, semi-direct, c'est très bien. Sinon, semoir classique. Et entre 6 et 10 kilo-hectares selon la méthode choisie. La volée, c'est plutôt 10, classique plutôt 6 et semi-direct 8. Problème de la paille précédente. Aucun problème. On a semé sous couvert de la paille sans problème et au contraire, ça a tendance ça permet de la protéger. J'espère qu'il y a des photos qui vont passer parce qu'on a des super belles photos de la caméline qui lève sous la paille et qui est bien humide même s'il fait hyper chaud. Le problème de la paille, ça va plutôt être de vouloir à tout prix l'exporter et de perdre trop de jours entre la moisson et le semis parce qu'on attend que les pailles soient exportées. L'autre problème des pailles, ça va être de tarder un petit peu trop sur le désherbage et au niveau des endins des pailles, on va avoir une forte pression de repousse et donc une différence importante de maturité de la culture de caméline au niveau des endins. Donc voilà, c'est plus ça. Et peut-être troisième point sensible sur les pailles, si toutefois on choisit de semer dans le précédent, ne pas semer trop tôt avant la récolte, qui peut être aussi un petit peu un piège, auquel cas elle est trop avancée quand on récolte et on l'abîme vraiment. La caméline, elle sort en 3-4 jours. Ça va vite au début. D'autres questions C'est vous qui fournissez les semences? Alors, du coup, ça fait une super bonne transition sur les contrats. Donc, vous l'avez peut-être compris, faire un dérobé, c'est pas magique, il y a quand même pas mal de risques. Le risque numéro 1 étant de ne jamais avoir de fenêtre de récolte. Enfin, il y a 2 risques. Le premier risque, c'est qu'il n'y ait jamais d'eau au semis et que ça ne lève pas. Je trouve que ce risque, on commence à bien l'appréhender et l'année dernière, on a eu assez peu d'échecs de levée. Mais le second risque, ça vient quand même de ne jamais être en mesure de la récolter parce qu'il n'y a pas de fenêtre en octobre. Et donc, nous, pour que l'agriculteur n'ait pas à porter seul ce risque, on fournit à la fois la semence et, si toutefois l'agriculteur le souhaite, on vient réaliser, on prend en charge financièrement la prestation de semi-automne. De sorte qu'il n'y a pas de frais pour essayer. Il n'y a pas de frais, c'est pas vrai, parce que le travail humain, c'est un frais, mais voilà, il n'y a pas besoin de sortir de la trésorerie. Voilà ce qui serait la valeur. Et ensuite, le prix à laquelle on va racheter la caméline va dépendre du niveau de risque que l'on a porté. Donc, au scénario où l'agriculteur porte le moins de risques, on prend tout en charge, on fournit la semence, on vient semer au drone, on vient ramasser dans la laine sortie parcelle et on prend en charge la logistique, le tri, le séchage, auquel cas on achète 350 € tonnes net, pas de réfraction, quel que soit le taux d'humidité et le taux d'impureté. Et scénario totalement inverse où l'agriculteur va plutôt vouloir chercher peut-être à, disons, maximiser le revenu, 600 € tonnes et j'ai envie de dire contrat classique. Vous avez la semence, vous la semez comme vous voulez, faites ce que vous voulez et vous nous livrez au lendemain. Voilà. Et entre les deux, le contrat qu'on a le plus déployé l'an dernier, c'est celui à 450 € tonnes, où on fournit la semence ensuite et on vient chercher sortie champ. Et on s'occupe de la logistique et la mise en œuvre. Et l'objectif de rendement? Il va se situer entre 8 et 12 quintaux. Quelque chose que je pense je dois partager avec transparence, qui est difficile avec la mine. Une fois qu'elle a levé, on est content. Une fois qu'on a trouvé la fenêtre pour la récolter, on est super content. Mais en fait, là, les problèmes commencent parce qu'elle est à 20, 25, 30, 40% d'humidité. 40, on ne le fera plus, mais voilà. Donc, on a 24 à 48 heures pour l'amener se faire sécher. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre en charge et qu'on fait des contrats sans réfaction, parce qu'on veut qu'on puisse aller la récolter dans toute sérénité, en fait. Quoi qu'il se passe, on a sorti la batteuse, on ne joue pas à combien ça va rapporter, parce qu'elle est à 20, 22, 25, 23, 15, voilà. Donc, il y a quand même un enjeu d'être... La date de récolte moyenne? Elle est très variable. Elle n'est pas vraiment moyenne, elle va dépendre de beaucoup de facteurs, en numéro 1 de la date de semis, mais aussi de la variété. Donc, l'année dernière, on avait mis une dizaine de variétés en test, et cette année, on va
Des variétés qu'on a mis en test l'année dernière, on n'en a retenu qu'une, qui était la plus précoce, et on va tester de nouvelles variétés qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont à un très fort potentiel de rendement d'après les obtenteurs. Voilà. Donc, pour tout ça, pour toutes ces raisons, on va dire que la première qu'on a récoltée, c'était de la gamine endénée fin septembre. Et la dernière qu'on a récoltée, c'était le 30 décembre, avec les chenilles. Cette récolte du 30 décembre est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vous ai dit, date de semi-limite, 1er juillet. Voilà. Tous ceux qui avaient semé dans tous ceux qui ont semé après le 1er juillet, nous n'en avons récolté que 2, respectivement, les 25 et 30 décembre. Est-ce qu'il y en a certains qui l'associent à une culture de printemps? Quel type de culture de printemps? Ça peut être de l'orge, des pois, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a certains qui ont la pratique de faire une double culture et en associer les trier au moment de la récolte? Alors, ça va peut-être me permettre d'approfondir deux notions. La première, c'est que nous, pour la valoriser en tant que biocarburant d'aviation, qui est notre unique source de valorisation, on doit respecter 3 critères. Le premier critère, c'est qu'elle soit produite sur une parcelle dite durable, c'est-à-dire qui n'a pas été retournée ou déforestée, je ne sais pas comment on dit, depuis 2008. Le deuxième critère, c'est qu'on doit prouver qu'on a réduit l'empreinte carbone de 80% par rapport à l'empreinte carbone d'un kérosène. Et la troisième contrainte, on doit prouver qu'on n'a pas fait de concurrence à la production alimentaire. Et aujourd'hui, les règles de certification de qu'est-ce que ça veut dire pas de concurrence, elles ne sont pas très très claires, mais il semblerait que la règle soit culture en dérobé et pas après ici. Mais ce n'est pas encore tout à fait fixé. À partir du moment où on l'a fait associer à une culture et de vente. Moi, c'est ce que je pense, mais j'attends de savoir ce que l'Europe va dire. Voilà. Pour le moment, l'Europe, c'est que dérobé. La règle, c'est ce que l'Europe dit, mais la certification, la règle qui va permettre à un certificateur de dire c'est OK, elle n'existe pas encore. Et donc, le caractère dérobé n'est pas encore vraiment certifié. On est un peu dans une zone grise. Donc, globalement, ce qu'on fait, nous, c'est majoritairement du dérobé ou ce qui s'y rapproche très sensiblement. Dans les cultures d'association qu'on a essayé l'année dernière, on a fait luzerne cameline. Donc, on sème la cameline et la luzerne en même temps, on ramasse la cameline et la luzerne repart. Et voilà, ça, c'était une super belle réussite. On a essayé cameline colza. Ça, c'était une super belle parcelle, mais d'un seul coup, colza a pris dessus. Mais je connais des agriculteurs qui le font depuis très nombreuses années, chez qui ça marche assez bien. En fait, la cameline va avoir tendance à protéger le colza. On ramasse la cameline et le colza repart. Voilà, on a essayé cameline sarrasin, donc là c'était un échec. Le sarrasin a pris complètement le dessus. Et cette année, ce que j'ai hyper envie d'essayer, c'est cameline trèfle. Trèfle incarnat. Donc là, je fais des petites micro-parcelles avec mes enfants pour voir si ça marche ou pas, histoire qu'on ait des semblants d'éléments de réponse pour la saison de déroulement. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées. À partir de quand on peut la semer? À partir du moment où la culture précédente est récoltée. Voilà. Le plus tôt étant le mieux. Par ici, il y a des seigles pour faire des méthanisation. Et bien ça ne marche pas parce que méta, c'est une cible. Et donc là, ça ferait 2 cultures à vocation énergétique d'affilée. Et ça, pour le coup, on va éviter. On va éviter pour 2 raisons. Donc, la première raison, c'est nous, on risque de ne pas pouvoir valoriser les volumes. Et surtout pour vous, les producteurs de cibles, souvent dans les contrats, il est bien spécifié que l'agriculteur s'interdit de faire une seconde culture énergétique. Donc, si vous avez des aides liées à la production de cibles, etc., vérifiez-le. Sauf si vous ne faisiez pas allusion à une cible, mais à de la nourriture pour des animaux et des cultures. Culture de remplacement, par exemple. Ça peut marcher. Ça, on fait. Et là, les facteurs de vigilance, alors je ne fais que parler des choses difficiles, ça va être de bien maîtriser les repousses de ce qui a été un échec avant. Vous parlez des cultures de remplacement, parce que c'est peut-être pas forcément. Ah oui, non, alors j'ai peut-être pas mal compris la question. Si, mais c'est pour les personnes qui sont en ligne, qui n'ont pas forcément entendu. Oui, d'accord. Ok, exactement. Donc, par exemple, on l'a fait après des échecs d'implantation du tournesol. Ça, c'est totalement OK.
mais on a eu des difficultés à gérer les repousses de tournesol. Et on a eu aussi des difficultés, des petites questions de reliquat. Voilà. C'est possible, mais... Alors l'azote, ce que je disais, l'azote, c'est pas nécessaire pour optimiser les rendements. Ça peut être un plus de mettre un tout petit peu au début pour vraiment pousser la levée. Et après, on va déconseiller, et même dans nos contrats, c'est pas d'azote. La première raison, elle est agronomique, c'est que de mettre de l'azote, ça a tendance à rallonger le cycle. Or, nous, on veut à tout prix le raccourcir parce qu'on préfère être sûr de récolter que potentiellement récolter 10% de plus plus tard. Et deuxième chose, la valeur de la camine, elle dépend de la réduction d'empreinte carbone. Et donc, si on commence à mettre de l'azote, on va fortement augmenter son empreinte carbone. Question en ligne? Oui. Présent dans la salle, oui. Au niveau récolte, parce que je vois la taille des graines, c'est de la lucarne, ça ne fait pas peur. Par contre, récolter les graines, on enseigne derrière ou comment? Eh bien, franchement, l'année dernière, j'avais hyper peur. Et je dois dire que dans toutes les étapes de la camine, la récolte, c'est la plus cool. Ça se bat hyper bien, ça va tout seul, ça va vite, on ferme les grilles, on prend tout. De toute façon, il n'y a pas de réfaction. Et ça, c'est vraiment pour cette raison qu'on a fait dessiner les contrats comme ça cette année. Il n'y a pas de réfaction. Je vois que ma réponse fait sourire. Je me demande qu'est-ce qui se passe. On n'impose pas de réfaction au taux d'impureté. Donc, on ferme les grilles, on prend tout, on laisse rien derrière et on trie. Là, non, je voulais dire. Et par contre, on n'est pas trop bon. On prend tout. Et même de façon très paradoxale et contre-intuitive, plus elle est sale, mieux c'est. Parce que les impuretés, elles sont moins humides que le vin. Et en plus, elles sont moins denses. Et donc, elles permettent à l'air de circuler dans le tas. Et donc, elles chauffent moins vite. Et elles sèchent vachement mieux parce que l'air circule mieux dans le circuit du séchoir. Donc, finalement, c'est plus économique en termes d'énergie de sécher des impuretés que de ne pas les sécher. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Donc, vous allez maintenant payer les impuretés. Alors, on paye l'action de les enlever et on paye jusqu'à 2% des impuretés. Alors, est-ce qu'il y a un degré là-dessus? Est-ce qu'il y a un agriculteur indépendant? Est-ce que c'est vous qui donnez votre poids au lait? Est-ce que vous pourriez répéter la question? La question, c'est... J'ai pas très bien compris la question. Si vous faites le triage vous-même, oui. Quelle est la rémunération, la base de la rémunération de l'agriculteur sur le lot? Si vous faites la rémunération vous-même, quelle est la base de rémunération? rémunération? Passer par un laboratoire indépendant? Non, ni l'un ni l'autre, on pèse deux fois par un OS agréé qui est pas nous. Donc, il y a une pesée à l'entrée, une pesée à la sortie. En revanche, il y a une petite difficulté dans ça. Donc, plusieurs points. Déjà, le taux d'impureté dans la camine, très difficile de le mesurer. Le taux d'humidité dans la camine, encore plus difficile de le mesurer avec précision. Moi, je cherche celui qui est capable de me donner avec précision le taux d'humidité entre 25 et 27 parce que les machines qu'on a ne sont pas bien calibrées pour la camine. Et franchement, on a fait des stages, je vous promets, on a pris le même lot qu'on est allé faire mesurer dans plein d'humidimètres, dans des coopératives, etc. On a toujours des données. Franchement, Jean-Baptiste qui est dans la salle, son lot, il est sorti à 244% d'humidité. Moi, j'attends toujours savoir comment c'est possible. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que on récolte. On propose à l'agriculteur d'aller dans une coopérative, dans la coopérative dont il est adhérent, qui connaît dans quelque sorte, de faire une première mesure, de peser. On l'envoie chez notre OS qui est certifié. Il pèse. Il remesure l'humidité, mais cette valeur ne sert pas à grand-chose. Mais surtout, il pèse. Et comme ça, on vérifie qu'on est bien d'accord sur le poids brut. Puis, on sèche, on trie et on repèse. Et on a le poids net. Tous les lots sont séparés? Les lots sont... Alors, ça, c'est une excellente question. L'année dernière, on a séparé tous les lots et c'était une vraie galère. Et donc, cette année, nous avons décidé de travailler uniquement en vrac et de mutualiser des lots de qualité similaire
Donc, il faut effectivement, la règle qu'on s'est fixée, c'est la suivante. Pour remplir une veine, il faut à peu près 30 hectares. Si quelqu'un ne veut pas faire 30 hectares, ce que je comprends, il accepte que potentiellement son lot soit mélangé avec quelqu'un qui aura une qualité qui nous semble équivalente. Nous, on n'a pas franchement de raison économique de pas être, voilà, parce que nous, on va pas, moi, à titre personnel, je ne vais pas gagner d'argent, personne ne va gagner d'argent dans ce process-là. Donc, soit, ce qui a été beaucoup le cas l'année dernière, les agriculteurs ont travaillé en duo, trinôme, pour plus ou moins avoir ces fameuses 20 tonnes qui font une veine, soit on mutualise des lots de qualité similaire. Et ce qu'on a fait l'an dernier, ce qu'on reproduira, c'est qu'on met en relation les agriculteurs et on présente à chacun la qualité du lot de l'autre. Donc, comme ça, chacun s'engage en voyant quelle est la qualité du lot. Et sachant que pour des raisons un peu évidentes de logistique, c'est forcément quelqu'un qui passe par là. Dans ce cas-là, il faut passer par un laboratoire d'agréage classique. Chaque lot a son agréage. Et après, vous pouvez utiliser le lot en une fois. Et moi, chaque agriculteur sera rémunéré sur l'agréage de son lot. Indépendant. Franchement, et je le dis avec beaucoup d'humilité et de sincérité, on débute. La canine, c'est une filière qui est en pleine construction. On adapte au jour le jour à la réalité du terrain. Ce que j'ai dit l'année dernière en début de saison, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai dit en fin de saison. C'est pas ce que je vous dis là. Et je mets ma main à couper que c'est pas ce qui va se passer à la fin de l'année. L'année dernière, j'avais dit on ne prendra pas les lots avant le 15 octobre. Ben, en fait, on en avait un peu récolté 15%. Donc, évidemment. Et après, on a dit on va fermer avant les vacances de Noël. Bon, bah, quand il y avait des parcelles qui étaient récoltables au 31, on l'a fait, on y est allé. On avait dit aussi on ne prendra pas les lots après 14% d'humidité. Bah, on en aurait pris un seul. Quoi. Donc, évidemment, qu'on les a séchés, on n'a pas pénalisé les agriculteurs, on n'a pas demandé. Voilà. On essaye, enfin on n'essaye pas, on le fait, on adapte au fur et à mesure de la saison. On va devoir, oui. On parle bien d'évolution des variétés, qu'est-ce qu'ils promettent les obtenteurs demain de raccourcir les cycles? Alors du coup, ça c'est aussi une super question. Donc nous, dans notre modèle, on fournit la semence, on la fait jamais payer. En gros, globalement, l'idée de l'entreprise, c'est de dire qu'on va finalement peut-être réussir à créer de la marge sur une dérobée alors que c'est hyper risqué en court-circuitant et en enlevant tous les intermédiaires. Et l'intermédiaire qui marche quand même beaucoup dans la filière, c'est le semencier et c'est l'obtenteur. Donc nous, on est en train de développer nos propres variétés avec des universités et en attendant qu'elles soient vraiment finalisées, on multiplie des variétés dont on a obtenu les droits et celles qu'on a sélectionnées, on en a sélectionné 2. Une parce qu'elle est précoce et la seconde parce qu'elle a démontré un potentiel de rendement de 4 tonnes hectares. Le potentiel de rendement sur une micro-parcelle, ce n'est pas le rendement qu'il y aura dans vos parcelles cet été, mais voilà. Donc, en gros, court terme, on multiplie 2 variétés, une à fort potentiel rendement, une précoce. Moyen terme, ce sera notre propre variété. Vous faites des contrats de semences? On en fait. On a mis en culture 420 hectares de canines semences. On avait décidé de faire 400 hectares, donc on a déjà un petit peu excédé. Il reste un petit peu de semences. Si toutefois, vous avez des idées. En gros, maintenant, j'ai gardé un petit peu de semences pour faire des essais de multiplication un peu sympas, type en association. Oui, une question. Pour continuer avec les semences, il y avait une question en ligne sur la possibilité de la semence fermière. Semence fermière, ouais. Est-ce que c'est possible de faire la semence fermière? C'est possible. Maintenant, moi, je ne le recommande pas parce que c'est une toute petite graine. Elle est très sensible aux conditions de conservation. Donc, si quelqu'un a de la semence fermière, moi, je lui conseillerais de faire au moins avant un test de germination et de se renseigner sur la variété. En fait, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la canine, ce qui reste comme variété sur le marché spécifiquement en France, c'est des variétés qui ont été conservées pour les introduire dans des mix de couverts.
Et donc, une variété de couvert, sa vocation, c'est de créer un maximum de biomasse et de démarrer le plus lentement possible. Et donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Donc, moi, je trouve que ça serait dommage de se lancer dans la cameline et de rater parce qu'on a voulu prendre une semence fermière, alors que la semence, en fait, on la fournit gratuitement, justement pour ça. Il y a une question aussi sur les prix en ligne. Ils n'ont pas compris dans les contrats. Vous avez parlé de 600 € la tonne, de 450, de 350. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer la question des prix? Ouais, c'est hyper simple. Option 1, on fait tout. On trouve un prestataire qui va semer au drone, on organise la logistique, on paye ce prestataire qui sème avec la semence que l'on a fournie et payée. On demande à l'agriculteur de mettre un anti-graminé foliaire avant le stade 3 feuilles et de récolter. On vient chercher chez lui, on amène au tri, au séchage, au tri, etc. Et on fait tout. Et là, on paye 350 € la tonne. Option 2, on fournit juste la semence. L'agriculteur sème comme il veut, donc il fait son travail du sol, il sème avec son semoir, toujours un anti-graminé foliaire. Il ramasse et pareil, on vient chercher chez lui, on est aux normes, 450 € tonne. J'anticipe la question, est-ce que le semi au drone c'est 100 € hectare? Non, c'est plutôt 50. C'est plutôt 40 plus les frais de logistique du prestataire, mais comme 1 sur 2 ne va pas récolter, au total c'est 100 € hectare. Option 3, l'agriculteur prend notre semence, la sème, trie et sèche, mais on doit quand même ramener sur notre lieu de stockage 550 € tonne. Et dernière option, l'agriculteur fait tout et livre, comme vous faites avec les cultures, livrées aux conditions aux normes 600 € tonne. Vous êtes basé où alors? Nulle part. Nulle part. Non, j'ai la petite carte de où est-ce qu'on a des parcelles. Donc, on est toute l'équipe est là. On est tous les 4 là. Moi, je suis entre les Hauts-de-Seine et le Centre-Bretagne. Pauline, elle est vers Toulouse. Godefroy, il est de Rethel. Donc, c'est la finale des étapes. Je vais mal prononcer, j'imagine. Non, ça va. Rethel, c'est bien. Rethel, ok, ça va. Et Jean-Philippe, il est normand. Et donc, comme notre métier, c'est surtout d'aller voir des parcelles qui ne sont pas chez nous, on se déplace. Et une question sur les terres, est-ce qu'il y a des terres qui sont propices et d'autres qui sont... Non, franchement, elle s'adapte bien de tous les sols. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est de créer une croûte parce que la graine est tellement petite qu'elle va avoir du mal à vraiment casser une croûte. Franchement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le problème, c'est pas la terre, c'est le salissement. Ce qui peut être compliqué quand même, c'est sur des parcelles très sales. Cela étant dit, des parcelles très sales sur lesquelles on réussit l'implantation, elles nettoient tout. Parce que donc la cameline, elle n'a jamais été sélectionnée. Et donc, elle est encore très riche en glycosinolate, contrairement au colza, par exemple, qui a été sélectionné pour petit à petit réduire son taux de glycosinolate. Et ça ce taux important de glycosinolate lui confère un très très bon pouvoir allélopathique. Et une fois qu'elle est implantée, elle le nettoie. Après, j'ai pas eu le temps de les mettre dans la présentation, mais ce matin, on est allé dans la parcelle de Godefroy, un seul anti-graminé au mois de novembre. Il n'y a plus rien, elle est propre. Une fois que c'est bien implanté, c'est très propre. Ok. Vous parlez que c'est une fois implanté, ouais. Mais vous parlez d'antigraminé. Aujourd'hui, on est envahi avec des bulpins et des fois des bulpins résistants. Donc, ça, c'est des vrais problèmes. Sur des parcelles comme ça, par exemple, si vous avez des parcelles comme ça, moi, ce que j'aurais envie de tester, c'est de mettre un coup de glypho et de semer au drone par-dessus. Mais ça, c'est ce que j'ai envie de tester quand vous me dites. Il n'y aura pas de solution chimique magique. Enfin, il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas encore trouvé. L'année dernière, on a plus cramé que trouvé de solution. On va faire pas mal de tests cette année sur les semis au drone pour voir à quel point on peut réussir à limiter les repousses. En tout cas, on ne dira pas non pour essayer. Et on cherchera ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Vous êtes très bavard. Encore une question. le drone, c'est avant moisson. Avant moisson, juste avant moisson. 48 heures avant max. On a fait donc sur les semis au drone, on a fait 2 protocoles l'année dernière. Une semaine avant dans le précédent B, l'autre 2 jours avant, le jour même de la récolte
près d'Orge. Donc, on est arrivé dans la parcelle d'Orge, on a semé au drone et on est revenu l'après-midi avec la batteuse pour prendre l'orge. Et dans cette parcelle-là, on a mis un antigraminé. Et c'est tout, 12 quintaux. L'autre parcelle, précédent blé, pas d'antigraminé du tout. On a juste mis au drone et on a récolté le blé une semaine après. Pareil, un petit peu plus que 12 quintaux. Du coup, sur non, c'était franchement, on a semé, la date de semis, c'était le 29 juin, il me semble, 28 ou 29 juin, et donc l'orge, c'était récolte le jour même, et du coup, ça faisait une récolte du blé, première semaine de juillet.